Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. L'événement, bien entendu, c'était la 8e journée de championnat qui s'est disputée hier soir, tout au moins jusqu'aux alentours de 23 h. Nous sommes au service des sports. Coup de fil, Pascal Praud, tout transpirant, tout euphorique, enfin, façon de parler. Enfin, on pense tout cela par rapport au timbre de sa voix. Il paraît bien excité. Et oui, il y a eu des déclarations fracassantes d'Éric Cantona. Et tout d'un coup, eh bien, l'événement devient les déclarations d'Éric Cantona, celles d'Henri Michel qui suivront. Tout cela, évidemment, au sujet de la liste des 16 d'Henri Michel qui a été donnée dans le courant de la semaine dernière en vue du match de mercredi prochain contre la Tchécoslovaquie. Donc la 8e journée, ça sera pour plus tard. Dans un premier temps, je vous propose dans ce téléfoot d'écouter Éric Cantona hier soir au stade de la Méno après la belle victoire de Marseille et la bonne performance d'ailleurs d'Éric Cantona qui a marqué un très joli but. Tout cela au micro de Pascal Praud. Éric, vous avez fait une super semaine avec 2 buts marqués contre le Matra et ce soir. Et malgré ça, vous êtes très déçu aujourd'hui. J'ai fait une grande semaine, pas qu'à partir du match du Matra. Après le match de Toulouse, où Gilly m'a sorti normalement parce que j'avais fait un début de championnat assez lamentable. Mais après m'être bien entraîné, j'ai commencé contre Nice à avoir quelques occasions et à peser beaucoup plus sur les défenses. Ensuite contre Saint-Etienne, ça a été de mieux en mieux. Puis contre le Matra, j'ai marqué un but. J'ai fait une bonne deuxième mi-temps et aujourd'hui, je voulais faire un grand match. Et malheureusement pour Henri Michel, les grands joueurs, quand ils veulent faire un grand match, ils le font. Et tout ça me permet aujourd'hui de faire les déclarations que je voulais faire. Parce que quand un peintre a une boule là, il faut qu'il transcrive ce qu'il a, ce manque qu'il a. Moi aujourd'hui, j'ai une boule là, ça fait 3 jours, parce que j'avais besoin de faire des déclarations. Ou alors de le rencontrer lui. Mais il n'a même pas eu le courage de m'appeler ou de vouloir me rencontrer, bien qu'il habite pas loin de Marseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de dire ce que j'ai envie de dire, quoi. Je ne me suis jamais fait baiser pour jouer où que ce soit, avec qui que ce soit, et c'est pour aujourd'hui que je commencerai. Alors vous paraissez définitif. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe de France et Éric Cantona c'est définitivement terminé tant qu'Henri Michel sera le sélectionneur? C'est pas un exploit que je fais, quoi. J'ai 22 ans, j'ai des principes. On m'a appris quelques principes quand j'étais jeune. Je me suis donné quelques principes moi-même et je tiens à les respecter toute ma vie. Et c'est pour aujourd'hui que je vais changer. Vous attendez cette semaine qu'il vous appelle? Non, du tout. J'attends rien. Moi, je suis bien chez moi, je donne tout à mon club. Et j'ai prouvé ce soir que, bien que, à mes formes, comme il sait si bien le dire, je peux faire la différence, quoi. Le courant ne passait pas avant cette semaine où il y avait déjà un problème? Non. Vous savez, il y a des gens qui ont des amis, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, 20 ans qu'ils se rendent des services. Du jour au lendemain, il y en a un qui fait un faux pas. Lui, il l'a fait. Et c'est pour ça que je ne tiens plus à travailler avec lui, quoi. Et un jour, je serai si fort qu'il faudra que l'on choisisse entre lui et moi. Voilà. C'est pas de la prétention de ma part. C'est un besoin de le dire. Ça va peut-être choquer des gens. Sûrement. On va peut-être dire que je suis prétentieux ou ci ou là. Mais j'avais besoin de le dire, quoi. Même si on me trouve à mes formes, j'avais besoin de me vider. Et je me vide aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Un petit sourire, comme ça les gens seront contents. Un petit sourire, comme ça les gens seront contents. Un petit sourire, comme ça les gens seront contents. Visiblement, Éric Cantona est à bout. Et maintenant, tout de suite, les réactions d'Henri Michel au micro de Frédéric Jaillant. C'était en milieu de matinée à Orly-Ouest. Henri Michel revenait d'Aix en vue, évidemment, du stage de Clairefontaine. Écoutez maintenant Henri Michel au sujet de Cantona. Il me semble qu'il va pouvoir revenir sur cette position-là. Dire à l'instant même, dimanche matin, 11 h, Orly, Éric Cantona revient sur ce qu'il a dit hier soir, c'est prématuré ou c'est une information juste?
Bon, je pense que c'est une information juste. Maintenant, je ne connais pas, tant que je n'ai pas vu Eric, je ne me suis pas expliqué avec lui, je ne sais pas les réactions qu'il peut avoir. Mais je crois que dans l'intérêt de tout le monde, le sien, celui de l'équipe de France, le mien, il faut qu'il y ait une démarche l'un vers l'autre pour le bien de tout le monde. Alors précisément, Eric vous reproche la forme, pas seulement le fond, mais également la forme, disant que vous auriez pu peut-être l'appeler au téléphone, parler avec lui avant de donner votre sélection. Qu'en pensez-vous? C'est certainement, je me suis rangé un peu à cette chose-là en disant que je devais donner des explications, mais il est vrai aussi que si j'appelle Eric Cantona pour lui expliquer, je dois appeler un certain nombre d'autres joueurs pour leur expliquer aussi les raisons de mes choix. Donc c'est toute la difficulté de savoir est-ce qu'on doit appeler tout le monde pour justifier ses choix ou est-ce qu'on doit accepter la concurrence et le jeu de la sélection. Zverev blessé, est-il vrai que vous comptiez appeler Eric Cantona de toute façon pour qu'il vienne renforcer votre groupe? Bien sûr, je comptais faire appel à Eric et la raison pour laquelle il allait avec les espoirs, c'était, je pensais à Marbourier que c'était un moyen de lui permettre de se remettre en confiance, même si ce n'est pas l'équipe A, ça me paraissait important aussi. Mais c'était pas une maladresse un petit peu psychologiquement? Je ne sais pas, je pose la question. Bien, ça peut être considéré une maladresse ou ça peut être adroit. D'autre part, le prendre, vous l'avez dit, avec son transfert intersaison. Est-ce qu'on attend d'Eric à l'heure actuelle et le faire jouer avec nous? C'était peut-être lui mettre une pression supplémentaire. Vous avez vu dans le début de ce reportage sur Henri Michel qu'il était à plusieurs reprises au téléphone. Eh bien, il s'entretenait très précisément, très justement, avec Eric Cantona. Il devrait l'avoir de nouveau aux alentours de midi, c'est-à-dire il y a 2-3 minutes ou peut-être actuellement. Et nous serons en liaison sans doute avec Henri Michel à Clairefontaine vers la fin de cette émission. On retrouve maintenant le terrain, le rectangle vert avec la 7e journée. Vous savez qu'il y a eu 2 journées cette semaine, donc tout ce qui s'est passé mercredi avec Frédéric Jaillant. Au rayon des surprises, la victoire de Toulouse à Nantes. Ce sont les Nantais qui ouvrent le score en début de deuxième période. But de Vercotteren, ponctuant une action de Deschamps, 1-0 pour Nantes. 2 minutes plus tard, corner de Rocheteau, tête de Pavon, un partout entre les deux équipes. Les Nantais ont plusieurs fois ensuite l'occasion de gagner le match, comme sur ce pointu de Tierno Youm qui passe au ras du poteau. Ou encore un peu plus tard sur cette longue remise en jeu, une reprise de Joël Henry qui passe au-dessus. Robin Huck, le successeur de Bergerot dans les buts toulousains, est sanctionné pour avoir tardé à dégager. Monsieur Harel siffle donc un coup franc. Et il s'ensuit la pagaille habituelle dans ce genre de situation. Le mur renvoie le tir nantais et finalement, sur un contre, ce sont les Toulousains à 10 minutes de la fin qui font la différence. Rocheteau pour le nouvel international, Jackie Paillard. Toulouse gagne finalement à Nantes 2-1. Surprise également avec la défaite des champions de France sur leur terrain face à Auxerre. Monaco ouvre le score après un quart d'heure de jeu, but de Touré. Mais l'ancien avant-centre de Quimper, Didier Montzuc, va dès lors réussir son meilleur match sous le maillot auxerrois. Il adresse d'abord 2 bons tirs, dont celui-là. La 3e occasion étant la bonne, après un remarquable travail de Mlinaric en milieu de terrain. Une ouverture parfaitement dosée, but de Montzuc, qui marque là 5 minutes avant la mi-temps et qui récidive 5 minutes après. Cette fois, la passe était de Belly et Auxerre mène donc à Monaco 2-1. Monaco qui aurait pu égaliser, mais les meilleures actions resteront auxerroises, comme sur une échappée de Coquard enrayée par Ettori. Enfin, surprise également avec la victoire de Caen, mais là, nous y reviendrons. Match des Dauphins entre ces gros poissons que sont le Paris Saint-Germain et Sochaux. Après Xuereb, Suzik aurait pu ouvrir le score. Bref, les Sochaliens sont débordés et ils emploient des moyens qui ne leur sont pas habituels. Cependant, après 23 minutes de jeu, ils s'inclinent sur ce coup franc de Calderon, but cafouillage, qu'il est difficile d'attribuer à quelqu'un en particulier. 1-0 donc, et changement de décor en deuxième période, tir de Loret ou encore
après celui-là de Fabrice Henry pour Sochaux. Un match nul aurait été logique. Les Sochaliens l'auraient sans doute obtenu si, ici même, ils avaient obtenu le pénalty qui s'imposait. 3 autres matchs mercredi se sont terminés sur le score de 1-0 face à Strasbourg. Pouliken marque pour Laval le but d'une victoire difficile. Tête de Reichert sur le poteau ou toujours pour Strasbourg. But refusé car Sattler marque effectivement de la main. Et enfin, il faut une bien belle parade de Rousseau pour que Laval donc conserve son avantage. Même sanction pour Lille, elle est infligée à Cannes par Zlatko Vujovic. Le but est marqué après 1 heure de jeu, une bien mauvaise série pour Lille. Alors que contre Nice, Metz reprenait des couleurs. 35 minutes de jeu, ballon pour Jean-Louis Zanon, un centre repris par Carmelo Michich, 1-0 pour Metz. Il faut dire que Nice et Guérit n'ont pas eu de chance, du moins sur ce coup franc. Une seule rencontre sans but et comme par hasard, ce fut, à lire les comptes rendus, la plus ennuyeuse de la soirée. Lens contre Montpellier, match nul. Un carton signé Bordeaux, victime Saint-Étienne. Talonnade de Stopira pour Zoran Vujovic, puis un but marqué par Gengeni, le premier de la rencontre. 1-0 pour Bordeaux après 17 minutes de jeu. Le deuxième but est marqué 3 minutes plus tard, encore Stopira qui sert de relayeur pour Ferreri, 2-0 pour les Bordelais alors que Saint-Étienne, par Garande, manque un pénalty et que Saint-Étienne marque même contre son camp juste avant la mi-temps par Primard. 3-0 donc à la mi-temps, puis 4-0 avec un but marqué par Allen. Et enfin 5-0, le 5e but étant marqué par De Wilder à 13 minutes de la fin. Bordeaux, après ce match, était la dernière équipe invaincue. Saint-Étienne était la dernière à n'avoir pas gagné. Cela a peut-être changé hier soir. Enfin, c'est à l'OM qu'est revenu le match des gros budgets. Marseille, comme ici Forster face à Francescoli. Marseille a connu des problèmes en première période, même si Dimeco aurait pu marquer sur ce coup franc. C'est donc en deuxième période que les Marseillais se libèrent totalement. Le déclic, ce but marqué par Eric Cantona dès la reprise. Le premier but marqué par l'ancien Auxerrois sous ses nouvelles couleurs. Le deuxième but marseillais sera marqué en fin de match par Philippe Vercruis. Marseille a battu le Matra Racing 2-0, mais tout cela, c'était donc mercredi soir. Mais il manquait donc les buts de Caen-Toulon. Nous y sommes, cela se passe derrière moi. Donc la lanterne rouge contre le leader, le pot de fer contre le pot de terre, David contre Goliath. Un petit reportage sur cette équipe de Caen avec Pascal Pro et bien entendu les 3 buts de cette rencontre. Depuis que Pierre Mankowski est parti, ça va mal. Ouais, les oreilles nulles. Et puis leur entraîneur, il est pas à la hauteur pour ça. Ouais. Il est pas à la hauteur, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ils sont nuls. Qu'est-ce que vous pensez de Robert Nozaret? Beaucoup bien d'ailleurs. Nous sommes ce soir aussi un peu décidés à essayer de lui faire plaisir. C'est un match très important. Si on le perd, nos chances de descente seront importantes. L'homme du match à Caen avec le numéro 9 dans le dos, Fabrice Divers, formé au club, actuellement stagiaire, 19 ans, et bousculé dans la surface de réparation. C'est la fin de la première mi-temps. Toulon et Caen font jeu égal. Monsieur Bouillet désigne le point de pénalty, la chance à ne pas manquer. Et Jean-François Domergue, l'homme d'expérience noyé dans cette équipe de novices, ne la manque pas. Caen mène 1-0, mais la mission paraît toujours aussi impossible. Seconde période, combien de temps Caen peut-il tenir? À peine 5 minutes. Zaoui déborde sur la droite et centre pour Germain, personne pour marquer Germain.
Toulon est revenu, Caen va essayer de repartir. 120 secondes de la fin, c'est sûr, le premier point est acquis. Les Normands sauvent les meubles, à moins qu'ils n'en fassent davantage. Premier tir de Le Bourgeois, détourné par Bell. Fabrice Divert reprend, Caen l'emporte logiquement. Ici, plus qu'ailleurs, on sait ce que sortir ses tripes signifie. Et le public ne s'y trompe pas, il connaît les difficultés et répond toujours présent. Mercredi soir, le stade a fait le plein, comme face à Monaco ou face à Nantes. La victoire du cœur sans doute, mais aussi celle de Robert Nouzaret. Il fait l'unanimité auprès des joueurs. Tous nous l'ont affirmé, à l'instar de Jean-François Domergue. Nouzaret est un bon entraîneur. Et regardez cette image, elle ne trompe pas. Tous les joueurs, un par un, vont tomber dans ses bras. Et même Roland Courbis, alors que son équipe vient de perdre et le match et la place de leader, prend la défaite avec une élégance rare. Nouzaret n'est donc plus tout à fait seul, mais sa tâche reste la même, persuader ses joueurs qu'ils sont capables de réussir. C'est pas une mince affaire de faire comprendre à des joueurs qui viennent de perdre 6 matchs de rang qu'ils ont malgré tout les moyens de battre n'importe qui sur un match. Cuit pour cuit, il faut qu'une fois pour toutes on montre et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Il y a des moments, il faut savoir dire aux joueurs, bon ça suffit, il faut plus faire ci, il faut plus faire ça. Je suis arrivé dans des clubs où ça allait mal, mais de par mon travail, de par beaucoup de choses, j'ai obtenu plus de succès que de déboires. Des déboires qu'en Angleterre on appréhende différemment, d'où l'importance de la venue de deux Anglais, Sten et Rix d'Arsenal. Ici les joueurs ne se sont pas vraiment parlé, c'est dommage. Chez moi on se serait dit, allez, faut y aller, faut se battre, tous ensemble. Si Caen avait besoin d'un déclic, il est arrivé, désormais il n'y aura plus d'excuses. Passons maintenant à la 8e journée et ce déclic tombe très mal pour Auxerre qui recevait hier soir au stade de la Baie des Champs. Giroud, vous le voyez, il est inquiet avant la rencontre. On va le retrouver au micro de Frédéric Jaillant juste après et il est encore ronchon. Décidément, c'est pas facile. Puis après, les images du match, bien sûr. Vous savez, avec le nouveau système des matchs à 3 points comme ça, je ne compte même plus. Bon, je m'aperçois bien que ça va pas trop mal. Mais je ne suis pas enthousiaste ni excité par c'est un épisode. Il y en a d'autres avant nous qui ont fait la une et de la télévision et des journaux et on n'en parle plus aujourd'hui. Alors demain on parlera peut-être plus de nous. Je ne tiens pas à ce qu'on parle de nous aujourd'hui. Ce qui m'intéresse c'est plus tard. Vous l'avez compris à ce que disait Giroud, Auxerre a donc gagné. Nous allons voir comment, avec d'abord un coup franc de Domergue pour Caen qui aurait pu ouvrir le score. Mais sur un autre coup franc, après 20 minutes de jeu, ce sont les Auxerrois qui marquent les premiers. Tir dévié de Didier Monzuc. Les joueurs de Robert Nouzaret sont donc menés 1-0. Et 5 minutes plus tard, ils sont bien prêts d'encaisser un deuxième but, toujours par Monzuc, mais bonne sortie de Benchoussa. Caen joue dans un style agréable, certes Auxerre domine, mais sur 2 ou 3 contres, Caen aurait pu égaliser. Heureusement que Bolly est revenu comme un diable pour gêner Fabrice Divert sur l'action précédente, ou encore sur celle-là, remarquable et spectaculaire retour du défenseur auxerrois qui est tout de même sanctionné par un coup franc. Bolly sanctionné donc par M. Harel et tir de Rudy Garcia au ras de la lucarne. Autre coup franc juste avant la mi-temps, mais cette fois pour Auxerre, Vailleroy va le tirer, ballon une nouvelle fois dévié et par le même joueur que sur le premier coup franc, toujours Garcia, décidément il les tire, il les dévie, il fait tout sur ses coups francs, Garcia, et Auxerre mène 2-0, juste avant la mi-temps. Puis 3-0 juste après, un but superbe, mais dans le mauvais sens. Par Dumas, 3-0 pour Auxerre avec ce détail, même si les 2 premiers ne sont pas vraiment des contre son camp, comme on dit, aucun des 3 buts auxerrois n'a été marqué sans la participation d'un adversaire. Deuxième au classement, Auxerre jouera samedi contre le Paris Saint-Germain. C'est un match extrêmement difficile, c'est le leader. Je pense que le parc sera plein et c'est un match excitant à jouer. On sera content de le jouer, mais il n'a pas plus d'importance que le match contre Caen aujourd'hui. C'est 3 points qui sont en jeu, ou 1 point ou 0. On enchaîne avec Strasbourg-Marseille au stade de la Méno, les 2 étrangers de Strasbourg qui se distinguent. Vous les voyez, le Brésilien Pita, l'Allemand Reichert. Il y a un Brésilien, il y a un Allemand, mais visiblement ils parlent le même langage. C'est curieux, mais en tout cas c'est très bien ainsi pour Strasbourg. Tout de suite, sur place, Pascal Pro.
Marseille-Strasbourg et la présence de Michel Hidalgo qui suit bien sûr l'équipe à chaque fois en déplacement. Michel, qu'est-ce qui a changé à Marseille depuis les événements d'il y a 3 semaines? Bon, c'est surtout autour de nous que ça a changé, parce qu'au club, bien sûr, on a vécu une période un peu embarrassante avec le changement d'entraîneur, mais Gérard Gilly s'est parfaitement adapté. Il a la confiance du club, il a la confiance des joueurs, donc on est reparti. Et d'ailleurs, il y a un parcours sans défaite avec 2 victoires. Et effectivement, l'Olympique de Marseille en grande forme, pas durant les 20 premières minutes où il ne s'est rien passé, mais après une demi-heure de jeu, Tis, puis Eric Cantona, dont ce sera la soirée, à tous égards, directement pour Papin. Jean-Pierre Papin, fidèle à ses habitudes, ne s'est pas posé de questions. 1-0. On se dit que l'OM a fait le plus dur, et bien non. Pour cette faute de Leroux, coup franc, alors Pita ou Ferry les spécialistes, ce sera Ferry sur la tête de Reichert, égalisation. Et Reichert est à 2 doigts de doubler la mise, toujours de la tête sur un ballon donné par Didot. 1 partout à la mi-temps. Seconde période et très rapidement la 50e seconde. Murat, que l'on voit ici, est fauché par Andrieux. Penalty, oui dira Monsieur De Pandis. Et second but de la soirée de Jean-Pierre Papin. Strasbourg ne va jamais se remettre de ce but assassin. Et désormais, Marseille entame un véritable cavalier seul. Vercruis servi par Cantona, qui est revenu à son meilleur niveau, dans les bras de Flukinger. Cantona toujours, on ne le voit pas ici, mais les Marseillais sont 6 face à Liégeon et Hérault, qui s'en sortent finalement tous les 2. Cantona toujours pour la meilleure occasion. Vercruis n'est pas parti hors jeu. Il se présente absolument seul face à Flukinger. Il sauve une première fois et la seconde à côté. Marseille n'a pas de chance. Marseille devrait mener 3-1 ou 4-1. Encore une occasion nette avec Jean-Pierre Papin. Et finalement, c'est Eric Cantona qui va définitivement mettre à l'abri les Marseillais. Un but tout à fait remarquable, sans doute à l'origine des déclarations d'après-match de l'attaquant international. Et il est très content, Cantona. À l'abri, pas tout à fait, puisqu'à 5 minutes de la fin, toujours sur balle arrêtée, corner de Pita et tête de Reichert, 3-2. Cela ne change rien, Marseille était très fort. On a fait un match très sérieux en première mi-temps, où on avait encore comme consigne de bloquer l'adversaire et de voir un petit peu d'évaluer un peu les forces et les faiblesses. Puis une deuxième mi-temps beaucoup plus enlevée, où l'équipe s'est véritablement libérée. Elle a pris énormément de plaisir à jouer. On a vu des joueurs heureux de participer au mouvement collectif. On enchaîne avec le match du jour. Vous savez que le PSG est leader depuis mercredi soir. Il se rendait à Mayol donc pour rencontrer Toulon qui est 2e. À l'entraînement, c'est toujours la fête en ce moment puisque l'équipe gagne. Au PSG, il s'est passé beaucoup de choses. Un changement d'entraîneur, mais sur le plan des joueurs, eh bien, ce sont strictement les mêmes. Alors, quelle est la potion magique de Monsieur Ivic? Vous allez écouter Yves Kupfermack et puis ensuite le match avec Martin Zara. 19e avec 2 points d'avance sur la lanterne rouge en mai dernier. Depuis mercredi, le PSG occupe seul la première place du championnat. Étonnant revirement de situation pour une équipe qui n'a quasiment pas changé à l'intersaison. 4 nouvelles têtes seulement, Yvick, Dréossi, Rico et Pérez de retour. Pilorget et Polagnoc, c'est ce qu'on appelle faire du neuf avec de l'ancien. Malgré les mauvais résultats de l'an passé, je crois que le Paris Saint-Germain avait un bon groupe. Il faut le signaler quand même parce que c'est une vérité, un bon esprit, des joueurs qui s'entendent très bien et en fait c'est ce qui a sauvé le Paris Saint-Germain l'an passé. Donc a priori il fallait pas bouleverser ce groupe. Ce qui a changé c'est certainement la mentalité parce que les joueurs sont restés les mêmes. Peut-être qu'ils sont positionnés d'une autre façon sur le terrain et disons les résultats actuels sont peut-être aussi dus à notre nouvel entraîneur qui a su remodeler cette équipe. Arrivé en France depuis un peu plus d'un mois, Tomislav Ivic est la seule véritable nouveauté du PSG. Normal donc qu'on lui attribue une grande partie de la réussite actuelle de son équipe. Paris Saint-Germain l'année passée, il a fait, pas seulement l'année passée, les derniers 2 ans, il n'a fait pas résultat à son niveau. Et cette année, nous sommes obligatoires, les premières choses, faire les résultats et après garder pour l'équipe pour l'avenir. 7 titres de champion dans 4 pays différents, Ivic possède l'expérience. Lors de chaque séance d'entraînement, il explique inlassablement aux joueurs un système qui a déjà fait ses preuves. Pas beaucoup de philosophie avec la tactique. J'utilise les qualités qui sont dans les joueurs et je joue tout pour mon équipe, pour mon joueur et pour mon public.
Un public qui pour le moment apprécie, d'autant que les résultats sont là. Mais attention, en remplaçant des attaquants par des défenseurs pour aligner comme en fin de match face à Sochaux 9 joueurs à vocation défensive, Yvick risque de lasser le public et de tuer le spectacle. Pour la deuxième fois en 2 semaines, on a refusé du monde à Mayol. C'est le trésorier toulonnais qui est heureux, qui n'est pas malheureux non plus. Francis Borrelli, le président du PSG, en grande discussion ici avec celui qui aurait pu être cette saison l'entraîneur du club parisien, Roland Courbis, qui a préféré tout de même rester à Toulon. C'est bien sûr Ivic qui est venu à sa place avec le succès que l'on sait. Bref, tout va pour le mieux. Même l'arbitre de la rencontre, M. Girard, s'échauffe consciencieusement. Seul ombre au programme de cette soirée estivale, la pelouse indigne d'une équipe de première division, une pelouse labourée par les rugbyman 3 jours plus tôt, on en reparlera. Place au match avec bien sûr une domination toulonnaise en début de rencontre, mais tout de suite une question se pose, comment faire pour bousculer la meilleure défense du championnat de France? Une question que les joueurs de Courbis vont se poser pendant 90 minutes. Débordement, tir de loin, toutes les tentatives échouent comme cette demi-volée de Germain largement à côté. Les Toulonnais semblent accuser une certaine fatigue et ce sont les Parisiens qui se créent les meilleures occasions. Opérant en contre, ils prennent souvent de vitesse la défense varoise. Calderon, lancé par Suzy, qui ici échoue sur Bell, irréprochable hier soir. Des occasions, Toulon en a eu également, ici comme le tir de Bognard, bien repoussé par Joël Batz. On joue depuis une demi-heure, la domination est toujours toulonnaise, les contres toujours parisiens. Tanasi pour Calderon, remise sur Zurek qui n'est pas hors jeu. Petite balle piquée de l'attaquant parisien, stupeur à Mayol, le PSG mène 1-0. Les Toulonnais vont accélérer en cette fin de première mi-temps sans pour autant se créer beaucoup d'occasions. Juste à noter ce tir de Pardo détourné par Joël Batz. À la mi-temps, Toulon est donc mené 1-0 et dans les tribunes, 2 spectateurs attentifs, Laurent et Frédéric, 18 et 12 ans, les 2 fils de Jean-Pierre Adams. Adams, celui qui formait avec Marius Trésor la garde noire de l'équipe de France. Adams, toujours dans le coma depuis 7 ans. En deuxième mi-temps, même scénario, mais les contres du PSG sont encore plus dangereux. Suzy qui ici se retrouve seul face à Bell. Regardez bien, ce dernier, il ne bouge pas, ça déconcentre le Parisien qui tire à côté. 10 minutes plus tard, action similaire, de nouveau Safet Suzic face à Bell. Petit lob du Yougoslave, Bell effleure le ballon et c'est Ponce qui sauve sur sa ligne. Le match a manqué de basculer dès la reprise. Les Toulonnais repartent à l'attaque, mais toujours un manque de fraîcheur physique au moment de conclure. Et Pardo et ses coéquipiers butent toujours sur la défense parisienne. On a assisté hier soir à un match dur, mais sans vilain geste. Ici, c'est Batz qui blesse Charbonnier, son coéquipier. Beaucoup d'engagement des deux côtés. Place de nouveau au face-à-face du jour, c'est-à-dire Bell Suzic, le 3e de la soirée. Et une fois de plus, avantage le gardien toulonnais qui doit s'y reprendre néanmoins à 2 fois pour stopper son adversaire. La plus belle occasion pour Toulon de cette seconde mi-temps, la voilà au départ, un coup franc indirect dans la surface. Un centre de Bognard et une tête de Taberner bien arrêtée par Joël Batz. Et pour la 4e fois de la rencontre et la dernière, le classique Bell Suzic. Vraiment un super match du gardien camerounais qui aurait bien pu être l'homme du match. Oh, I'm Popeye the Sailor Man. I'm Popeye the Sailor Man. L'homme ou plutôt les hommes du match sont tous les Parisiens. Surtout la défense qui a réalisé le match parfait, succès de la méthode Ivic. Tous les observateurs ont été très surpris ce soir par la qualité de jeu et l'organisation du Paris Saint-Germain. Vous pensez que nous avons joué mal? Très bien, au contraire. Ah, très bien, merci. C'est la première fois que quelqu'un dit que nous avons joué bien. Notre tactique est simple. Tout le monde court à la même moment et tout le monde ensemble. C'était l'unique philosophie du tout. Voilà, on se retrouve dans 30 secondes, le temps d'une petite page de publicité, la suite du championnat, la 2e division, et puis sans doute Henri Michel au téléphone qui en saura un petit peu plus s'il a joint entre-temps Eric Cantona. Tout de suite.
La pêche à l'été dans la peau. Catavana, plus de 300 outils sur catalogue. Catavana. 3 Toulousains qui font partie de la liste des 16, Jackie Payard, Pascal Despérou et Gérald de Passy. 3 Toulousains qui étaient également sur la pelouse du Stadium hier soir pour ce qui aurait pu être également le match du jour, le derby du Sud-Ouest entre Toulouse et Bordeaux. Yves Kupferminck. Et oui, beaucoup de beau monde sur la pelouse, mais aussi autour pour assister à ce derby du Sud-Ouest, un derby qui sent la poudre entre Bordeaux le 2e et Toulouse le 5e du championnat. Un derby qui démarre sans période d'observation avec dès la première minute une ouverture un peu trop longue de Marsico en direction de Rocheteau. Marsico et Rocheteau que l'on retrouve 5 minutes plus tard pour un coup franc que l'Argentin donne à Lestage et que Dominique Rocheteau dévie dans les buts de Dropsy, un but fort logiquement refusé par M. Bouillet pour un hors-jeu de l'attaquant toulousain. En accélérant le rythme, dès la récupération du ballon, le TFC essaie de prendre de vitesse la défense des Girondins, comme sur cette belle action à la 8e minute. Passy puis Marsico voient leur tir contré et finalement Jackie Payard tire au-dessus. À la fin du premier quart d'heure, il n'y a toujours qu'une seule équipe sur le terrain, Toulouse, qui à la suite d'une transversale de Gérald de Passy se crée une 4e occasion de but avec un tir de Dominique Rocheteau, bien arrêté par Dominique Dropsy en 2 temps. Côté Girondin, on s'applique surtout à faire circuler le ballon sans le perdre, mais aussi sans se montrer dangereux, si ce n'est sur cette feinte de Clive Allen. Gengini est tellement surpris de se retrouver seul qu'il en rate son contrôle. Encouragés par la timidité bordelaise, les Toulousains jouent de mieux en mieux, comme le prouve cette action côté droit. Gérald de Passy, Marsico, Franck Passy est contré et finalement tir superbe de Marsico qui ricoche sur l'angle de la transversale. Pas de chance pour Toulouse et surtout pour Marsico qui à chaque fois qu'il touche le ballon est un véritable poison pour la défense bordelaise. 5 minutes après ce tir au-dessus, coup de théâtre, touche bordelaise avec Gengini pour Ferreri. Entre 2 défenseurs, Tigana donne à Clive Allen qui, à ras de terre, trompe Robin Huck. On appelle cela du réalisme. Une occasion, un but, qui permet donc à Bordeaux de mener à la mi-temps 1-0. Bordeaux, c'est pas nouveau, ça fait 8 ans qu'ils jouent de la même façon. Je veux dire que les joueurs ont l'habitude un petit peu d'un schéma bien précis. C'est vrai que nous avons eu des difficultés peut-être à contrer notamment leur milieu de terrain. Où bon, Tigana, c'est vrai, elle était quand même assez royale. La deuxième période commence comme la première par une domination toulousaine et une première occasion à la 51e minute avec cette superbe reprise de Franck Passy que Péan repousse sur sa ligne. 5 minutes plus tard, nouveau coup franc, direct celui-là, où Kidiatouline oblige Dropsy à se détendre. On sent que ça va finir par payer quand survient le deuxième coup de théâtre à la 60e minute. Faute multiple de Despérou sur Stopira. Fort logiquement, pour calmer les esprits, M. Bouillet donne un carton jaune aux Toulousains. Mais loin de se calmer, les esprits continuent de s'enflammer. Et sur le coup franc qui suit, les 2 hommes temps viennent aux mains. Résultat, Pascal Despérou regagne prématurément les vestiaires. C'est les choses du match. C'est vrai que je me suis peut-être un petit peu emporté sur le coup. Je veux dire, c'est arrivé à d'autres joueurs avant moi. Bon, c'est vrai aussi que Yannick a su bien provoquer la chose. À 10 contre 11, la tâche des Toulousains se complique encore, mais loin de les abattre. Cet incident va décupler leur force à tel point que ce sont toujours eux qui se créent les meilleures occasions, avec ici une reprise de Payard à côté. Finalement, le courage des coéquipiers de Gérald Passy va finir par payer à 3 minutes de la fin. Il était temps. Sur ce mauvais renvoi bordelais, Delpech remet dans le paquet. Dominique Dropsy s'arrache pour égaliser d'un tir croisé. Score final 1-1, un score qui satisfait tout le monde. L'année dernière, un match comme ça, on l'aurait perdu, on ne serait jamais revenu et je crois qu'on aurait peut-être pris 2 ou 3 buts de plus. Mais cette année, les gars ont envie de prouver quelque chose. Ça fait 1 an que je suis là et on a du mal à gagner nos matchs. Cette année, on est en train de se battre. Il y a beaucoup de jeunes qui essayent de rentrer dans l'équipe et c'est ce qui est très important. Du derby du Sud-Ouest au derby du Sud-Est, il n'y a qu'un pas, une petite heure d'avion, ça va très vite. On retrouve Marianne Macot pour Nice-Cannes au Stade du Ré. Un derby apporte toujours un peu plus de piment. Hier, Andrea Mitrano donnait une note épicée. C'était son premier match sur son ex-terrain du Stade du Ré à Nice. Côté cannois, Pifto gardait la cage de Gilles Morisseau, lui aussi un ancien niçois, indisponible à cause d'une déchirure à la cuisse.
Le match part à l'avantage des Niçois. Tête de Bocandé, reprise de Djelmas, mais ratée. L'action importante qui suit résulte d'une action du Canois Primorac. Zlatko Vujovic remet pour Port-Vliet au-dessus. 21 minutes de jeu, une contre-attaque de Cannes, il y en eut plusieurs, pour Zlatko Vujovic, coupé par Elsner. Penalty. Et voici un petit chef-d'œuvre de Savic, comme le précisait hier Jean-Marc Guillou, semblable au penalty de Panenka en 76 en championnat d'Europe des Nations. C'était le dernier penalty décisif qu'il a marqué gardien, comment il s'appelle, Mayer. Et c'est là où j'ai appris comment ça se fait. Pour l'instant, ça m'est réussi, j'ai fait 4 ou 5 fois, c'est bien. Nice a beau dominer en fin de première période, superbe tir d'Oleksiak et bel arrêt d'Amitrano. La mi-temps survient sur ce but d'avance des Canois. La deuxième période commence par une belle action niçoise, coup franc de Guérit et parade d'Amitrano. Nice n'en finit plus d'attaquer, c'est encore sur coup franc que Daniel Bravo va inquiéter le gardien de Cannes. Un quart d'heure de jeu, toujours dans le forcing niçois Jean-Philippe Rohr pour Jules Bocandé. Aucune action canoise à noter quand Djelmas trouve la tête de Bosser et toujours dans les buts le même. À force de persévérance, ça finit par payer. Lacombe pousse Ricord dans la surface. Penalty. Daniel Bravo tire et obtient enfin l'égalisation. Un but partout. Nice tient alors le match. La balle joue au flipper dans la surface de réparation. Bravo ici. Derrière, c'est Ricord qui frappe et Jules Bocandé qui reprend. Enfin un but. Mon premier but de la saison, mais ça vaut vraiment de l'or pour moi parce que bon, on a gagné et je crois que bon, il était temps pour moi de marquer un but. La dernière action était encore niçoise, tir de Jean-Philippe Rohr et arrêt de l'excellent Amitrano. Fin d'un match sans carton, à croire qu'il n'y avait pas d'arbitre. Nous devons cette performance à Joël Quinu. Et oui, et puis ce but de Panenka, c'était finale du championnat d'Europe 76 et puis également en éliminatoire d'un championnat d'Europe en Tchécoslovaquie où la France avait perdu 2-0. C'est lui qui avait marqué le premier but sur le même genre de penalty. Le deuxième avait été marqué, si je me souviens bien, par Stan Bakker, une lucarne. Derrière moi, Jean Castaneda qui encaisse 4 buts en championnat à domicile contre Lens. Vous savez que Saint-Etienne a réalisé un début de championnat très moyen, qu'il y a eu du changement, notamment l'éviction de Jean Castaneda au profit de Jean-Daniel Beaufreton. Cela a beaucoup surpris que l'enfant du pays soit ainsi écarté. Reportage de Marianne Macot cette semaine à Saint-Etienne. Ce qui n'est pas bien sûr car on recale le magnéto. Matinée à Saint-Etienne. L'équipe première est partie pour Bordeaux. Restent les joueurs convalescents ou suspendus et Castaneda évincé par Herbin. Nous ne cherchons pas à entrer dans la polémique sur ce choix. Nous suivons la journée d'un joueur écarté comme il en existe des dizaines en championnat. Elle commence par l'entraînement avec le centre de formation. Disons que ça fait plaisir parce que ce sont des jeunes sympas, mais aussi disons que ça rappelle la réalité, le fait que finalement on devient remplaçant un jour, quoi. On est tous appelés au départ à être remplaçants et puis à la fin de redevenir remplaçant un peu ou à partir dans d'autres clubs, mais ça c'est autre chose, disons que ça fait mal quand même. C'est facile d'oublier que ce soir vous auriez pu être à Bordeaux ? Non, c'est pas facile parce que toute la journée, bon, ben, on a l'habitude un peu des journées de match et on sait ce qui se passe. Je sais pas quelle heure est-il. Il est 11h15. Bon, ben 11h15, ils sont arrivés, et ils ont atterri déjà, ils sont dans l'aéroport, ils vont monter dans le car, ils vont arriver à midi moins quart à l'hôtel. Bon, on sait tout, quoi. On les suit minute par minute et puis ça fait un peu mal quand même. Aubaine pour les touristes, malgré le déplacement, il reste une vedette à l'entraînement. L'après-midi, on se change les idées entre amis. Ça permet de faire diversion dans la tête et de passer le temps. Plus tranquille, la fin de journée, la solitude au bout d'une canne à pêche, autre thérapie. Ça fait réfléchir. Et suivant ce qu'on réfléchit, suivant ce qu'on pense, ça peut détendre ou stresser. Dans ce cas-là, parce que vous devez douter un petit peu en ce moment, non? Oui, je crois que je doute peut-être pas forcément de ma valeur,
mais sur certaines choses que j'ai pu faire, bien ou mal. Il se trouve que Robert a pris la décision de me remplacer parce que bon, il a ses raisons et à la limite je les comprends. Je les accepte peut-être pas forcément, mais je les comprends. Et bon, mais c'est à moi. Et puis à l'avenir, c'est l'avenir qui nous dira s'il a eu raison ou tort. Mais bon, il y a d'autres réactions qui sont absentes, disons. Il y a aucune réaction. Il y a un manque certain de dialogue, notamment vis-à-vis avec mon président, puisque bon, on a passé des périodes difficiles ensemble où tout ne marchait pas bien, et à ce moment-là, bon, on discutait, on se rencontrait. Il n'est pas question de transfert. Nous avons besoin dans un club comme le nôtre, comme dans tous les clubs professionnels, de 2 bons gardiens. Je pense avoir 2 bons gardiens avec la présence de Jean-Pascal Beaufreton et de Jean Castaneda. 20h20 à Bordeaux, le match va démarrer. Là, ils sont dans le vestiaire, là, à Bordeaux, non, ils sont sortis du vestiaire, ils sont dans le couloir, ils arrivent. Hein. Votre politique maintenant de fonctionnement? Ma politique, je joue, là je m'entraîne, je vais jouer en 3e division et puis bon, si un jour on fait appel à moi, je jouerai. On retrouve Saint-Etienne à domicile contre Monaco, toujours sans Jean Castaneda, et puis un résumé des 4 derniers matchs de cette 8e journée. Saint-Etienne donc sur la gauche de votre écran avec tout de suite un tir de Patrice Garande que stoppe relativement facile Jean-Luc Ettori. Une alerte pour Jean-Daniel Beaufreton avec ce tir de Marcel Dib. Et puis en 2e période, à la toute dernière minute, Saint-Etienne vraiment en ce moment manque de réussite. C'est le même Marcel Dib qui donne un avantage évidemment décisif à Monaco, puisque là c'est passé à la dernière minute. Matra Racing Laval, eh bien on peut dire que le Matra revient de loin, de très très loin, puisqu'il y a un premier but marqué par Brisson à la 5e minute. Bien sûr, le Matra fait un petit peu cavalier seul dans cette première mi-temps, notamment ici vous avez vu Enzo Francescoli, mais Laval tient bien le choc et à la suite de cette superbe action, Laval va marquer un 2e but par François Brisson, toujours lui. Et pas beaucoup d'ambiance, vous le constatez, dans le Parc des Princes, mais pour les corners, alors ils sont toujours champions. Les Racingman, c'est une tête d'Anziani, cela fait 2-1. Fernier remplace Halim Belmabrouk, tout cela dans un silence de mort. Mais Fernier va égaliser à la suite toujours d'un corner, cette fois de l'autre côté du terrain. Et toujours une déviation au premier poteau. Score final donc 2 buts partout. Nous allons maintenant à Montpellier, au stade de la Mosson. Montpellier qui connaît vraiment, au même titre que Saint-Etienne, de très gros problèmes dans ce début de championnat, et Nantes, qui pratique un très bon football, qui a gagné assez souvent à l'extérieur. C'est le cas à Lille par exemple, et c'est le cas à Montpellier, de la plus belle manière qui soit, avec un superbe premier but marqué par Tierno Youm, en très grande forme à l'image de son équipe. Cela se passait en première mi-temps, nous sommes maintenant en 2e période, toujours Youm qui va être bousculé au dernier moment. Penalty pour Nantes, transformé par Vercotteren, cela fait 2-0, c'est mission quasiment impossible pour Montpellier qui va même encaisser un 3e but à la suite de cette action. Il est pourtant gaucher, Vercotteren, mais son centre est très précis sur la tête de Mo Johnston. 3-0. 3-1 à la suite de ce centre, une reprise de Mia et Comboiré qui accompagne le ballon, qui marque donc contre son camp, mais le dernier but sera nantais. Superbe aile de pigeon de Mo Johnston, Tierno Youm, encore lui, qui est à l'origine de ce 2e penalty, qui va être cette fois marqué par Mo Johnston et non pas par Vercotteren. Le premier c'était Vercotteren, le deuxième Mo Johnston. 4-1 donc pour Nantes. Lille contre Lens, une victoire difficile. Les Lillois qui jouent en maillot blanc, qui inquiète un petit peu la défense lensoise sur cette action ou encore sur celle-ci, et qui va encore marquer à la
dernière minute, tout comme Monaco. Donc. Alors qu'ici, il y a un défenseur lensois qui sauve sur la ligne sur une tentative de Mobati. Voilà, alors que la défense remontait. Le gardien a bien anticipé. Mais Lille domine trop nettement. Corner sur corner. Curieusement, à la 89e minute, suite à cette attaque, eh bien, Lens va bénéficier d'une bonne occasion. Mais quasiment... Alors que là, c'est Arsène. C'est donc la deuxième mi-temps. Oui, en fait, c'était la 45e minute, cette occasion lensoise. Vous avez vu un but qui a été refusé logiquement. On m'a signalé Philippe Louis, un but de Makanaki et finalement de la tête. Cette fois, à la dernière minute de la deuxième mi-temps, vous avez compris. Eh bien, Vandenberg donne la victoire à Lille sur le même score. Sochaux l'a emporté à Metz, mais cela a été beaucoup plus rapide puisque c'était en début de match que Stéphane Paille ouvre la marque. Il y aura encore quelques petites occasions, mais en deuxième mi-temps, Rousset et Sochaux l'échappent belle, notamment sur cette tentative de Gaillot. Voici le classement. Donc le PSG qui maintient son avance. Maintenant on retrouve Auxerre, seul à la deuxième place, dans la deuxième partie du classement. Il n'y a pas vraiment beaucoup de changements, puisque Strasbourg, Lens, Saint-Étienne et Caen se sont inclinés. Et maintenant, le but de la semaine. Eh bien, c'est le but nantais. Très long centre au deuxième poteau, au troisième, même s'il y en avait un d'Ayache. Mo Johnson qui remet bien dans le paquet. Une petite erreur de Julio César qui dégage dans l'axe. Mais regardez Tierno Youm, il a Vercotteren sur sa gauche. Et là, il y a beaucoup de joueurs montpelliérains. Vercotteren en plus est sur son mauvais pied, le droit. Mais le 1-2 est parfait. Et la reprise ne l'est pas loin. C'était superbe. Nous enchaînons maintenant avec la deuxième division. Beaucoup de monde, non pas vraiment, il y a encore de la place sur les plages du Touquet, dans le Pas-de-Calais, sans doute beaucoup plus de monde sur la Côte d'Azur. Le Touquet, ville très sportive, vous savez que l'équipe est montée en deuxième division. Christian Jean-Pierre. Quand on part plein nord à 250 km de Paris, on imagine ce genre de paysage, mais détrompez-vous, le Touquet est la presqu'île de l'Espérance du Pas-de-Calais, célèbre pour son enduro qui attire chaque année plus de 300 000 spectateurs, plus de 60 fois la population locale. C'est certainement l'une des villes les plus sportives, avec à sa tête le gardien de but de l'équipe de France aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952. Mon ambition, c'est d'intégrer le sport dans l'art de vivre. Tous les efforts axés sur le sport, en aménagement, en animation, en éducation et en promotion, cela doit représenter globalement entre 8 et 10% du budget de la ville. Et oui, et cela se voit, doté d'installations sportives ultra modernes, c'est devenu la station de mise au vert de Toulon, de Monaco et de l'équipe de France. Ici, dès le plus jeune âge, les enfants ont envie de faire du sport et ils ont le choix. Piste d'athlétisme, 2 golf et bientôt 3, un centre équestre, 43 tennis. Bref, à l'arrivée, sur 6000 habitants, on compte 2500 licenciés sportifs. Mais au fait, comment se nomment ces gens-là? Aucune idée. Les Toucas, non? Les Touquis. Les Touquinois. Touquignas. Les Touquetines. Je sais pas. Mais alors, on s'y perd. Les Touquetois, bien sûr. Ah, merci monsieur. Et on le retrouve donc, ces Touquetois footballeurs, montés de 4e en 2e division en 2 ans, et renforcés à l'intersaison avec Sullivan, le seul titulaire de l'équipe des États-Unis, à jouer en France. Une équipe du Touquet à la recherche d'une première victoire et qui accueillait hier soir un gros bras, Quimper. A noter un vent violent pour ce match qui soufflait en première mi-temps en faveur de Quimper. Et première attaque du Touquet, Frappard le capitaine pour end down et Sullivan pour sa première balle de but qui va terminer sur le poteau. Quimper réagit sur cette tête d'Enzoko, les Bretons tentent de s'organiser, la circulation de balles est bonne, quand l'équipe arrive à poser le jeu, mais ce n'était hier soir pas une mince affaire. Le match est en fait très équilibré, les Verts se montrent très accrocheurs, c'est encore une équipe très jeune, mais c'est en fait Picot que l'on va retrouver à la 40e minute pour un très joli tir détourné par l'excellent gardien Leroy.
Les Touquetois ne se découragent pas, Moussa ouvre pour Slipjikivic, qui est seul dans la surface de réparation. Alors c'est sûr, il y a une petite faute, mais le joueur en rajoute, et l'arbitre ne sifflera pas. Si bien qu'à la mi-temps, 0-0. C'est injouable. Le vent et tout. Le vent ici, c'est pas une nouveauté. Il y en a à Quimper, mais alors ici, non, c'est encore... Et oui, et il faut faire avec, Ribard l'a compris, il s'échappe sur le côté gauche et Leroy une nouvelle fois du bout des doigts. Dans cette deuxième période, les deux équipes se sont complètement neutralisées. Il y avait de la vaillance chez les Verts, mais énormément de métier chez les Quimperois, qui à aucun moment ne se sont fait surprendre. Le Touquet va cependant y croire jusqu'au bout. Dernière action, et très joli arrêt de Michel Etor. Edmond Barak, l'entraîneur touquetois, est-il satisfait? Oui et non. On pensait quand même, après avoir bousculé l'équipe de Quimper, espérer empocher 3 points. Dans le groupe A, la division 2, Reims l'a emporté à Angers. Il faut signaler qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts dans ce groupe et au classement cela ne change pas puisque Brest, le leader, a battu difficilement Abbeville 1-0 et Mulhouse, l'autre leader, l'a emporté à l'extérieur contre La Roche 2-1. Nous passons maintenant dans le groupe B. Il y a plus de buts d'ailleurs. 4 matchs nuls et chaque fois sur le score d'un but partout. Et Nîmes et Lyon qui conservent la tête du classement. Allons-y pour le sponsor. Plus de 300 outils. Catalogue gratuit au 05 316 316. Non, maintenant sur la liste des 16 d'Henri Michel en vue du match France-Tchécoslovaquie. Il n'y a donc pas Éric Cantona, il n'y a pas non plus Bernard Pardoe. Alors les avis des intéressés tout de suite. Vous allez voir hier à Toulon au micro de Martin Zara, Bernard Pardoe et Roland Courbis. Et puis ce matin au micro de Frédéric Jaillant. Allons-y. Surprise, oui et non, car bon, l'année passée aussi, Toulon a fait une bonne saison. Bernard Pardoe a fait peut-être sa meilleure saison et n'a figuré que sur le banc des remplaçants en équipe de France. Et là, tout de même, c'est une déception pour vous? Oui, je pense que c'est une déception, car Toulon avait fait un très bon début de saison. Personnellement, ça allait très bien. Et déçu du fait que la majorité des journalistes sportifs et des médias annonçaient que c'était pratiquement un fait, c'était une quasi-certitude. Et donc, c'est de ce fait-là que je suis un peu déçu. Et s'il y avait un responsable, on pourrait dire que c'est Roland Courbis, qui n'est pas vraiment au mieux avec Henri Michel? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut accuser Roland Courbis de ma non-sélection, car c'est Henri Michel qui a clamé partout qu'il était seul patron et seul décideur. Donc j'ai discuté avec lui et il m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et je n'entrais pas entre les considérations et les états d'âme qu'il y avait entre lui et Roland Courbis. Donc je ne crois pas que ce soit Roland le responsable. Surpris, oui, mais enfin soulagé parce qu'on a eu très chaud. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on a eu très peur qu'avec notre début de saison, on est sélectionné. Bon, quand on est petit comme nous et qu'on n'a pas un grand nombre d'effectifs, on se débrouille comme on peut. C'est dommage pour l'équipe de France, c'est dommage pour les joueurs sélectionnables de chez nous. Enfin, c'est quand même extraordinaire pour Toulon qu'on pourra récupérer pendant que les autres se fatigueront. Vous êtes sérieux de ce que vous dites ça? Non, absolument. Bon, d'ailleurs, j'ai vu les sélectionnables, j'ai dit, bon les gars, excusez-moi si par exemple, on a été obligé de faire ça, mais il faut quand même nous comprendre, si on avait 20 pros et tout, alors que là, on est supporter de l'équipe de France comme tout Français, mais enfin, les intérêts de Toulon passent quand même avant l'équipe de France. Bien, maintenant Henri Michel, donc au micro de Frédéric Jaillant, c'était ce matin à l'aéroport à Orly. Où je prends Bernard Pardoe et on dit c'est parce que il y a des déclarations et il cède à cette forme un petit peu de chantage, où je ne le prends pas, c'était en réaction à ces déclarations-là. Alors il en est, ce n'est pas la question à l'heure actuelle, j'essaye de faire un choix à mon âme et conscience, celui que je pense le meilleur. Le fait de vouloir vous imposer un joueur, c'est pas finalement aller contre les intérêts de ce joueur? Bien, ça pourrait être le cas si je tenais compte de cette situation, mais j'essaye de le faire le plus sereinement possible et justement ne pas tenir compte de ces déclarations-là. Bien, on enchaîne avec l'histoire Cantona, avec l'affaire Cantona. Si vous avez raté le début de l'émission, je vous rappelle en substance qu'à l'issue du match Marseille-Strasbourg, eh bien, Éric Cantona a déclaré qu'il s'était montré très déçu, c'est le moins que l'on puisse dire, du choix d'Henri Michel pour cette liste des 16 en vue du match contre la Tchécoslovaquie et qu'il décidait désormais de ne plus être en équipe de France, tout au moins tant qu'Henri Michel serait sélectionneur. Nous y reviendrons dans un instant, mais cette fois, nous avons en direct Henri Michel à Clairefontaine. Henri, vous m'entendez? Oui.
Je crois que vous venez d'avoir Eric Cantona au téléphone. Vous l'avez eu une première fois donc à Orly West, on l'a vu en début de téléfoot, et vous l'avez eu, je crois, à l'instant. Oui, je viens d'avoir Eric Cantona. Il est toujours difficile de se faire une opinion à travers ce qu'on peut lire dans un journal ou à travers ce qu'on peut entendre. Il vaut mieux avoir la personne concernée directement. C'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que s'il y a peut-être un malentendu, il faut l'éclaircir. C'est ce que je cherche à faire avec Eric, qui pour le moment et aujourd'hui ne se sent pas très bien à travers toutes ces déclarations-là. Alors je crois qu'il faut qu'on s'approfondisse, qu'on se connaisse mieux et que ces problèmes soient réglés au plus vite. Et je pense que cela doit pouvoir se régler assez facilement. Il commence à y avoir de plus en plus de problèmes, sensiblement avant tous les matchs. Il y a eu Fernandez qui voulait faire sa valise à un moment. Bon, le cas Bernard Pardo, on l'a évoqué à l'instant. Eric Cantona maintenant, ça commence à faire beaucoup, non? Vous le vivez comment? Bien, je le vis jamais très bien, d'une part parce qu'on voudrait qu'il y ait une harmonie complète à l'intérieur d'un groupe et d'une équipe. C'est vrai qu'au début d'un stage, ce n'est pas trop facile. Je crois que chacun a son cas personnel, sa position à défendre. Moi, j'ai une position de groupe qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a des choix à faire et ne sont pas toujours aisés. C'est vrai que certaines fois, on devrait peut-être donner plus d'explications à travers les choix que l'on peut faire. Il y a peut-être incompréhension à certains moments, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde doit mettre du sien aussi pour obtenir un meilleur rendement, pour les meilleurs résultats possibles, et que certaines fois, il faut faire quelques concessions. Il y a donc un petit problème de communication parfois entre les sélectionneurs, les entraîneurs, les joueurs. Ça arrive aussi au niveau des clubs, mais disons que c'était plutôt calme auparavant. Comment vous l'avez vécu, vous comme joueur, à l'époque ? Bien, j'ai une carrière internationale assez longue. Je dois dire que j'ai toujours respecté le choix de mes entraîneurs ou des sélectionneurs respectifs, et que quand on faisait appel à moi, eh bien, je venais avec grande joie. Quand je n'étais pas pris, eh bien, c'est vrai, une fois le moment de déception passé, eh bien, je me mettais au travail pour essayer d'y être la fois d'après. Vous pensez qu'il y a une petite chance qu'on retrouve Eric Cantona prochainement sous le maillot bleu? Vous l'avez trouvé comment abattu, aussi énervé qu'hier soir, beaucoup plus calme? Non, je pense qu'il est beaucoup plus calme, et puis il a pris le temps un petit peu de la réflexion, et puis à travers ce que j'ai pu lui dire et ce que je pourrais lui dire dans les jours à venir, alors à mon avis, Eric reviendra au sein de l'équipe de France avec toutes ses qualités, et je crois que tout le monde en a besoin aussi. Comment est l'ambiance actuellement au stage à Clairefontaine? Je suppose que l'on parle que de cela. Bien, pour le moment, les joueurs vont arriver entre 13h et 13h30, donc je n'ai pas trop abordé ce problème-là. Celui qui est le plus tracassé, c'est ma personne, et je vais essayer d'évacuer tout ça pour que ça se passe dans la meilleure ambiance possible et qu'on puisse réaliser le meilleur match possible à l'orée d'une saison qui s'annonce capitale pour nous. Alors l'absence de Daniel Suarez, vous avez choisi le 16e homme? Ça sera peut-être Eric Cantona ou quelqu'un d'autre? Bien, ça pourrait être Eric Cantona, à la condition que psychologiquement il se sente bien dans sa peau et qu'il n'y ait plus aucune tension entre lui et moi. Il faut qu'on se sente parfaitement à l'aise, et je pense que ça c'est quelque chose de réalisable. Et puis il y a Yannick Stopira aussi, et bon, je prendrai une décision dans la journée. Merci Henri, bon courage de votre côté, à bientôt. Donc rendez-vous mercredi prochain au Parc des Princes pour ce match contre la Tchécoslovaquie. Si vous avez raté le début de cette émission, eh bien, nous allons vous rappeler les propos d'Eric Cantona avec le son, tant qu'à faire, mais également en images au micro de Pascal Prou. Je voulais faire un grand match, et malheureusement pour Henri Michel, les grands joueurs, quand ils veulent faire un grand match, ils le font. Et tout ça me permet aujourd'hui de faire les déclarations que je voulais faire. Moi aujourd'hui, j'ai une boule là, ça fait 3 jours, parce que j'avais besoin de faire des déclarations, ou alors de le rencontrer lui. Mais il n'a même pas eu le courage de m'appeler ou de vouloir me rencontrer, bien qu'il habite pas loin de Marseille. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me permets de dire ce que j'ai envie de dire, quoi. Je ne me suis jamais fait baiser pour jouer où que ce soit, avec qui que ce soit, et c'est pas aujourd'hui que je commencerai. J'attends rien. Moi je suis bien chez moi, je donne tout à mon club. Et j'ai prouvé ce soir que, bien que, à mes formes, comme il sait si bien le dire, je peux faire la différence. J'ai 22 ans, j'ai des principes. On m'a appris quelques principes quand j'étais jeune. Je me suis donné quelques principes moi-même, et je tiens à les respecter toute ma vie.
Et c'est pas aujourd'hui que je vais changer. Que je tiens plus à travailler avec lui, quoi. Et un jour je serai si fort que il faudra que l'on choisisse entre lui et moi. Voilà. C'est pas de la prétention de ma part. C'est un besoin de le dire. Ça va peut-être choquer des gens. Sûrement. On va peut-être dire que je suis prétentieux ou ci ou là. Mais j'avais besoin de le dire, quoi. Même si on me trouve à mes formes, j'avais besoin de me vider. Et je me vide aujourd'hui. Voilà, c'est le grand point d'interrogation. Eric Cantona avait sans doute beaucoup emmagasiné pendant 3 jours. Il a craqué. Peut-être que l'on le retrouvera sous le maillot de l'équipe de France mercredi prochain contre la Tchécoslovaquie. C'est tout ce que l'on souhaite à notre football qui connaît déjà beaucoup de problèmes et qui a besoin d'Eric Cantona. Eric Cantona qui a également besoin d'Henri Michel. Enfin, tout le monde a besoin de tout le monde. Et les incompréhensions ou les petits problèmes dans la vie, comme ça arrive. Mais après, entre gens intelligents, eh bien, on remet les pendules à l'heure, on s'explique. Et puis, en général, tout s'arrange. Alors, nous sommes confiants. À la semaine prochaine. Au revoir.